pour essayer de trouver une nouvelle fermeture pour les équations de Vlasov-Poisson à partir d'apprentissage et de données. Donc, mon sommaire va être assez simple. Donc, je vais dans un premier temps rapidement introduire le contexte physique et mathématique que beaucoup de gens doivent connaître. Et ensuite, je vais vous parler des fermetures et de notre objectif. Puis, dans un second temps, je donnerai le protocole, c'est-à-dire notamment la génération des données et le réseau de neurones qu'on souhaite utiliser. Alors, je vais essayer d'expliquer au mieux ce réseau. Et puis, dans un dernier temps, je donnerai les résultats et j'essaierai de discuter les difficultés et les points qui restent encore à régler ou à mieux comprendre. Donc, le premier modèle, évidemment, qu'on considère, notamment au plasma, puisque dans mon équipe, on s'intéresse principalement à des problèmes de plasma, c'est les équations cinétiques. Donc, ce sont des équations qui décrivent la distribution des particules, ici, souvent des électrons, des ions, dans l'espace des phases. Donc, la fonction f décrit la probabilité de présence ou le nombre de particules à un endroit x, à une vitesse v et à un temps t. Donc, l'équation ici qu'on va considérer, c'est la plus simple des équations possibles en physique des plasmas. Donc, c'est l'équation de Vlasov-Poisson. Donc, c'est une équation cinétique avec un terme de transport en espace, un terme d'accélération qui est le transport en vitesse avec comme force linéaire le champ électrique, et puis un terme de collision qui décrit donc les collisions entre les particules, et ici qui sera le plus simple possible, c'est-à-dire un opérateur de BGK, où en gros la distribution relaxe vers sa distribution d'équilibre, qui est donc la maxwellienne. Et puis on a epsilon qui représente la fréquence de collision, et lorsqu'epsilon tend vers 0, on est donc dans des régimes fortement collisionnels. Donc en pratique, notamment en dimension élevée, on résout rarement ce genre d'équation du fait de la dimension, parce qu'en trois dimensions d'espace, on obtient une équation en dimension 6. Donc dans les régimes où c'est possible, on propose en général d'utiliser des approximations fluides. Donc un modèle fluide, c'est un modèle sur des quantités macroscopiques, sur des quantités mesurables. En général, ça va être la densité, la vitesse moyenne, la température et potentiellement le flux de chaleur. Et la théorie cinétique nous dit qu'on peut calculer ces quantités à partir des moments en vitesse de la distribution. Donc, par exemple, la densité, c'est le premier moment en vitesse de la distribution cinétique. La quantité de mouvement, c'est le deuxième moment, donc ça nous permet de définir la vitesse moyenne. Et puis ensuite, la température et le flux de chaleur peuvent être définis à partir des moments ordre 2, des moments ordre 3. Donc ici, c'est des moments simplement centrés autour de la vitesse moyenne. Et donc, une fois qu'on a ces définitions cinétiques des moments, on peut alors ici, excusez-moi, je rajoute ici l'équation de Poisson. Donc, l'équation de Poisson ici, elle décrit l'évolution du potentiel électrique par une équation de Laplace, avec au second membre donc, la densité du fluide qui intervient. Donc, voilà. Et donc, une fois qu'on a défini ces ensembles de variables macroscopiques et qu'on a l'équation de Poisson, on peut passer à partir de l'équation cinétique, donc à partir de l'équation de l'azote, on peut passer aux équations d'Euler, ici, donc c'est l'équation d'Euler-Poisson, puisqu'il y a le champ électrique, en prenant les trois premiers moments en vitesse de l'équation de l'azote. Donc on obtient, comme vous le voyez ici, la quantité, la conservation de la masse, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation d'énergie. Alors ici, elles ne sont pas totalement conservées du fait de la force du champ électrique. Donc le problème ici qu'on a quand on fait ça, c'est qu'on obtient donc trois équations, donc une équation sur la densité, sur la quantité de mouvement et sur l'énergie totale, mais on a finalement quatre variables. Donc soit on a les trois variables conservatives plus le flux de chaleur, soit si on veut raisonner en variables primitives, on a ρ, u et t, plus encore une fois le flux de chaleur. Donc la question, c'est comment fermer le système. Donc la première solution, évidemment, ce serait d'ajouter des moments. Mais en fait, en faisant ça, on va systématiquement faire apparaître des moments d'ordre supplémentaire. Et il y aura toujours un moment à la fin sur lequel on n'aura pas d'équation. Donc il faut faire autrement pour fermer les équations. Donc en général, le principe d'une fermeture, c'est de chercher, on peut le résumer comme de chercher une approximation ici que je vais appeler Q chapeau du flux de chaleur Q, qui est une fonction des quantités qu'on connaît, c'est-à-dire la densité, la vitesse, la température, potentiellement epsilon, etc., etc. Donc ici, le principe, ça va être de chercher cette fonction Q chapeau qui va approximer Q, dont on connaît la définition que à partir, la définition exacte, que à partir de la distribution cinétique. Alors, bon, on peut citer deux approches pour faire cette fermeture, peut-être qu'il y en existe d'autres. La première approche, qui est l'approche la plus usuelle, c'est une approche analytique, c'est-à-dire qu'on va faire des hypothèses sur la distribution F, et à partir de ces hypothèses, on va calculer analytiquement une expression de Q chapeau qui va dépendre de la densité, de la température, etc., etc.
Et puis la deuxième approche, qui est celle qu'on va explorer aujourd'hui, et qui, bon, évidemment, plutôt plus récente dans la littérature, je pense, c'est donc une approche basée sur les données. Donc là, l'idée, ça va être de simuler un certain nombre de problèmes cinétiques, d'en déduire à la fois une densité, une température et une vitesse, mais aussi un flux de chaleur, et de construire une régression qui, connaissant la densité, la température, le flux de chaleur, et ici epsilon, nous donne la fonction Q chapeau. Alors, avant de passer à la suite, je vais quand même rappeler les fermetures usuelles. Donc, la première fermeture la plus facile, la plus simple, c'est la fermeture en gros qui donne les équations de l'air. Donc, en gros, ça consiste à dire que Q chapeau est égal à 0. Donc, pour cela, on l'utilise en disant que la fonction de distribution est égale à une maxwellienne, plus des termes en epsilon, et on va tronquer ces termes en epsilon. La seconde fermeture assez standard, et qui est celle qu'on va considérer aujourd'hui comme comparaison. Donc là, évidemment, elle est écrite en indé, en UTD, c'est un peu compliqué. C'est la fermeture de Navier-Stokes, qui nous donne une relation entre le flux de chaleur et le gradient de température, ici multiplié par la pression et par epsilon. Donc pour obtenir cette approximation, en général, on fait des calculs en supposant que la fonction de distribution est égale à la maxwellienne, plus un terme perturbatif en epsilon, plus des termes en epsilon 2 qu'on va négliger. Donc cette fermeture, elle est valide pour des epsilon différents de 0, mais évidemment, on voit assez naturellement qu'elle ne peut pas être valide pour des epsilon trop grands, c'est-à-dire dans des régimes peu ou moyennement collisionnels. Je tiens aussi à préciser que c'est une fermeture locale, c'est-à-dire que à un point X, le Q chapeau dépend de ρ, U et T à ce même point X. Donc il existe aussi des fermetures non locales. Donc, par exemple, une assez connue, c'est la fermeture d'Ahmed-Perkins, qui permet de récupérer l'amortissement Landau pour Vlasov et qui relie le flux de chaleur au point X, avec notamment la température, mais intégrée sur le domaine spatial. Donc maintenant, pour les fermetures basées sur les données, on peut voir ça comme un processus en deux phases de calcul. D'abord, une phase qu'on va appeler hors ligne, où à l'aide du modèle cinétique, on va faire des simulations qui vont nous donner un certain nombre de données. Avec ces données, on va entraîner, j'y reviendrai, un réseau pour construire la fermeture. Et ensuite, donc cette phase peut être très coûteuse. Et ensuite, dans une phase dite en ligne, donc au moment des simulations, on va simplement utiliser le réseau de neurones, donc la fermeture, en interaction avec le modèle fluide, c'est-à-dire le modèle fluide va donner les données ROUT, le réseau va renvoyer le flux de chaleur que le modèle fluide va utiliser pour calculer l'itération suivante, et ainsi de suite. Donc évidemment, l'objectif, c'est que notamment la phase en ligne soit la moins coûteuse possible. Alors maintenant, je vais entrer dans le cœur du travail, c'est-à-dire la mise en place du protocole d'apprentissage et du réseau neurone. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça le mieux que je peux. Donc d'abord, pour les données, ça va être... alors, la première chose, c'est qu'ici, on considère une fermeture globale, c'est-à-dire qu'on écrit Q au point X, enfin potentiellement, comme une fonction de la densité, de la température et de la vitesse sur l'ensemble du maillage. Donc on avait essayé des fermetures locales, ça a été beaucoup moins efficace et il y avait un certain nombre de problèmes. Donc s'il y a des questions, j'y reviendrai. Et donc ici, ce que je vais vous détailler, c'est la construction d'une fermeture globale. Donc, les données, d'abord, sont calculées avec un modèle cinétique. Donc, comment on fait? On va choisir, pour lancer une simulation cinétique, il nous faut un epsilon, une distribution initiale F0, et puis des temps, ici, parce qu'on ne va pas utiliser l'ensemble des temps de la simulation, on va utiliser un certain nombre de temps. Donc, ici, on sera 20 ans. Et donc, pour cela, on va utiliser, parce que c'est très important, dans le cadre de l'apprentissage du réseau de neurones, on va utiliser, donc, on va choisir aléatoirement l'ensemble de ces paramètres, afin de couvrir le plus possible l'ensemble des paramètres. Donc le epsilon et les temps sont choisis aléatoirement. Donc epsilon, pour l'instant, on se restreint à un range entre 10-2 et 1. Donc au-dessous de 10-2, l'approximation de Navier-Stokes, c'est très valide, donc ça ne vaut pas forcément le coup d'aller chercher notre fermeture. Et puis on pourra aller au-dessus de 1, mais pour l'instant, c'est contenté de 1. Et donc, ce qui est important notamment, c'est qu'on va générer aléatoirement des fonctions initiales. Donc, pour ça, on génère une densité, une température et une pression et une vitesse, donc avec des modes de Fourier auxquels on peut adjoindre ou non des discontinuités. Et à partir de ces trois moments, on va construire la maxwellienne qui sera notre condition initiale du modèle cinétique. Et puis ensuite, on va faire tourner le modèle cinétique. Il va nous donner des distributions à 20 ans différents, donc de préférence relativement espacées quand même, parce qu'on veut que les données soient les plus variées possibles.
Et à partir de là, on peut calculer ρ, U, T, Q et Q, donc surtout, et les mettre dans le jeu de données qui va être ensuite utilisé pour l'apprentissage. Donc là, on a généré 2 jeux de données. Donc à chaque fois, on a fait 500 simulations alors sur des temps, je me souviens, de 2 ou 3 secondes. Donc à chaque fois, on prenait 20 ans, donc ce qui fait 10 000 données par jeu de données. Et l'un des 2 jeux de données va être utilisé pour l'entraînement et l'autre jeu de données va être utilisé pour la validation. Donc, alors, je précise, il y a aussi une partie du jeu d'entraînement qui va être utilisée pour ce qu'on appelle le test. C'est encore différent. L'avantage de faire 2 jeux de données totalement séparés, c'est qu'on n'a même pas les mêmes conditions initiales pour le jeu de validation que pour le jeu d'entraînement. Alors que si on avait juste pris une portion du même jeu, on pouvait avoir les mêmes données initiales dans le jeu de validation que dans le jeu d'entraînement. Donc maintenant, le réseau de neurones. Alors, je vais d'abord partir dans des considérations un peu générales. Donc, un réseau de neurones, c'est une fonction particulière, non linéaire, qui a une forme que je vais détailler après, et qui dépend d'un très grand nombre de paramètres. Et donc, l'idée d'un entraînement d'un réseau de neurones, c'est en fait un processus d'optimisation qui va permettre d'ajuster les paramètres du réseau de neurones. Donc, pour cela, l'idée est assez simple. On a des données X, d'accord, qu'on va faire entrer dans le réseau de neurones. Le réseau de neurones va nous prédire une sortie Y chapeau. Et cette sortie Y chapeau, on va la comparer à la sortie qu'on connaît Y dans un terme d'erreur. Et ensuite, puisque on peut dériver ce terme d'erreur, ça c'est l'avantage du réseau de neurones, par rapport aux paramètres du réseau de neurones θ, on va faire une descente de gradient de façon à minimiser cette erreur et à trouver les paramètres θ qui minimisent l'erreur entre les sorties du réseau de neurones et les sorties qui sont connues. Donc voici l'architecture, alors je pense que c'est l'image que vous verrez tout le temps, d'un réseau de neurones. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones en feed forward, donc c'est en avant, donc dans le sens où il y a une propagation de gauche à droite de l'information, et complètement connecté, c'est-à-dire ici que un neurone, qui est donc la pastille blanche ici, va utiliser les données de tous les neurones de la couche précédente. Donc ici, vous avez une entrée qui est un vecteur. Hein. Par exemple, si vous avez une fonction de taille n, vous avez ici une entrée de taille n. Et puis après, chaque neurone va calculer sa valeur à partir d'une combinaison linéaire. Donc ici, c'est une combinaison linéaire pleine du vecteur précédent fois des poids. Et puis ensuite, et donc c'est ce qu'on appelle une couche ici. Donc une couche, c'est l'ensemble des réseaux des neurones qui vont utiliser la couche d'avant pour faire le calcul. Et ensuite, on va se propager de couche en couche. Et à la fin de chaque neurone, quand on a calculé le problème linéaire, on va appliquer une fonction non linéaire, qu'on appelle une fonction d'activation, avant d'attaquer la couche suivante. Voilà. Donc ici, il faut bien comprendre que dans le cas d'un réseau totalement connecté, chaque ligne verte, chaque arête, contient un paramètre qui peut être ajusté lors de l'entraînement. Très vite, on va avoir un très grand nombre de paramètres. Alors ici, on s'est concentré sur un certain type de réseaux, qui sont les réseaux les plus populaires actuellement, sont les réseaux convolutifs. Donc, c'est des réseaux où l'étape linéaire, elle est basée ici sur des convolutions contre des petits noyaux. Donc, en fait, on va avoir des réseaux de neurones qui sont assez creux comparés aux réseaux complètement connectés, dans le sens où pour générer le résultat dans un neurone à la couche 2, on va utiliser que quelques neurones de la couche d'avant et pas l'ensemble des neurones. Donc, c'est des réseaux neuronaux qui sont très efficaces pour traiter des données structurées, donc des données spatiales sur des grilles cartésiennes, des images, des signaux temporels, en fait, pour faire du traitement du signal. Et donc, je vais vous montrer simplement sur un exemple très basique l'efficacité de ces réseaux. Donc là, l'exemple que je prends, c'est je génère des fonctions avec des modes de Fourier, en prenant aléatoirement des modes de Fourier. Et puis, je vais multiplier ces fonctions par une discontinuité aléatoire, elle aussi, donc d'angle aléatoire notamment. Et puis, je ne vais pas toujours mettre cette discontinuité. Donc, je vais générer 1000 exemples. Et le but de l'exercice, c'est de classifier. Donc, le réseau de neurones prend en entrée une image, une fonction 2D, et il va classifier s'il existe ou non une discontinuité dans l'image. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai fait le test sur un maillage 48-48. Et donc, j'ai testé 3. Donc, voilà, vous avez ici, par exemple, ici, vous avez une discontinuité verticale, pardon, puis ici, vous avez une discontinuité diagonale. Et donc, ensuite, après avoir fait l'entraînement sur les 1000 données, j'ai donc effectué un test sur 200 fonctions générées en plus, et j'ai regardé l'efficacité des différents réseaux de neurones. Donc, dans un premier temps, on regarde un réseau de neurones totalement connecté, donc c'est l'exemple avec les lignes vertes du début, à 4 couches.
Et donc, vous avez un total de 566 000 poids optimisables. Et là, on obtient, alors bon, c'est un exemple très naïf, hein, donc il y a certainement des choses, on peut faire certainement mieux. Mais donc, j'obtiens une efficacité sans rien faire de particulier autour de 50 à 60%. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc maintenant, je prends un même genre de réseau, mais avec un peu moins de poids, et j'obtiens d'ailleurs une efficacité qui est à peu près la même, alors en général un tout petit peu moins bonne, mais c'est très léger. Et puis j'ai pris un réseau convolutif, donc avec 3 couches convolutives, donc des couches très creuses, et puis 3 couches denses, mais avec peu de neurones, donc quand même assez petites. Et ça a généré un réseau de neurones à 41 000 poids, donc nettement moins que précédemment. Et pour autant, j'ai une efficacité qui, selon les cas, est tournée entre 80, alors plutôt 85 même, je crois, et 92%. Donc on voit que même avec beaucoup moins de poids, les réseaux de neurones convolutifs pour ce genre de problème vont donner des bien meilleurs résultats, et c'est donc pour ça qu'on va utiliser ce genre de réseau. Donc maintenant, je vais essayer de vous définir rapidement les opérations de base du réseau, vous expliquer son architecture avant de donner des résultats. Donc ici, si vous avez une entrée N, vous avez donc un noyau de taille N, vous avez un noyau de convolution de taille K et une sortie. Donc comment vous faites? Donc, la première chose, c'est de savoir que les paramètres que vous allez apprendre, donc les paramètres θ, ce sont les paramètres du noyau, ce sont les valeurs du noyau. Et donc ensuite, comment marche une couche convolutive? Vous faites un produit scalaire entre un petit bout de votre entrée et le noyau, et ça vous génère une sortie. Et puis ensuite, vous faites glisser. Vous êtes en train de faire une convolution entre votre noyau et l'entrée afin d'obtenir un vecteur de sortie. Alors évidemment, maintenant, si vous voulez obtenir un vecteur de sortie de la même taille que l'entrée, vous pouvez rajouter ici des cases, une espèce de condition limite, on appelle ça du padding, donc souvent c'est mis à 0, ou ça peut être périodique, ou ça peut être, on recopie la valeur de la case blanche dans la case grise. Et là, évidemment, ça vous permet de générer une sortie qui fait la même taille que l'entrée. Alors vous pouvez aussi appliquer, vous allez pouvoir avoir une entrée qui contient plusieurs signaux, donc des signaux. Donc il faut imaginer, par exemple, si vous avez une image en couleur, vous avez un signal pour le pigment vert, un signal pour le pigment rouge, un signal pour le pigment bleu. Et donc dans ce cas-là, vous allez appliquer votre convolution au même endroit sur chaque signal, et puis vous allez sommer les résultats des différentes convolutions pour obtenir une sortie. Et ensuite, ce que vous pouvez bien aussi faire, c'est générer plusieurs sorties, donc appliquer plusieurs noyaux. Donc appliquer un noyau, ça revient à appliquer un filtre en termes de traitement du signal. Et dans ce cas, ici, vous obtenez, à chaque noyau que vous avez, vous obtenez une nouvelle sortie. Alors après, ça va être important pour l'architecture du réseau qu'on a choisi. Vous avez des convolutions un peu différentes, alors que ça s'appelle en anglais down et upsampling. J'ai traduit ça par sous-échantillonnage. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une convolution qui va vous diminuer la taille de votre signal. Donc, si vous avez un signal de taille n, vous allez faire une convolution avec un noyau de taille 2, mais vous n'allez pas décaler de 1, mais potentiellement décaler de 2. Et là, à chaque fois, en faisant ça, vous allez constituer une entrée qui sera de taille n sur 2. Donc, typiquement, il faut se dire que quand vous faites ça, donc le stride, c'est le pas, hein, donc c'est le nombre de cases qu'on saute pour passer à la convolution suivante. La taille de la sortie, c'est la taille de l'entrée sur ce pas. Donc ça vous permet notamment de sous-échantillonner en obtenant à partir d'un signal n de taille n, un signal de taille n sur 2. Et évidemment, on peut aussi définir l'opération inverse. Donc à partir d'un signal n sur 2, on veut obtenir un signal de taille n. Pour cela, d'abord, on va dupliquer les nœuds, enfin dupliquer les cases. Ensuite, on va appliquer un noyau de convolution de taille 2, qui est juste là pour lisser, pour régulariser le vecteur ici de taille n. Alors, ce qu'il faut évidemment savoir, c'est que là encore, les noyaux de convolution contiennent des paramètres qui sont entraînables. Voilà. Et donc ça nous emmène à l'architecture du réseau neuron qu'on a considéré, donc qui est une architecture qui s'appelle VNet. Alors, elle a été écrite, je crois, dans les papiers, principalement en 2D et en 3D. Donc, c'est une extension 1D, on va dire, de l'architecture VNet, qui est quelque chose qui est très utilisé en segmentation d'images, notamment médicale, si je me souviens bien. Donc l'idée, c'est qu'aussi on part de 4 entrées, donc c'est des fonctions, donc ici de taille 512. Donc ici, la première c'est ρ, la deuxième c'est u, la troisième c'est la température T, et la quatrième c'est epsilon, donc epsilon est dupliqué sur tout le maillage. Et là, on va d'abord faire 2 premières convolutions, et on va obtenir 2 signaux de même taille, mais seulement 2. Donc, alors ici, le nombre de signaux qu'on va obtenir ici, c'est un paramètre libre, c'est ce qu'on appelle la profondeur. Donc si je veux 4 signaux, depth sera égal à 4, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va commencer à descendre, c'est-à-dire qu'on va d'abord sous-échantillonner en divisant par 2 la taille du signal, et ensuite on va réappliquer des convolutions.
Par contre, on va augmenter le nombre de signaux. Donc ici, on avait 2 signaux, on passe à 4. Et puis, on va recommencer. Donc, on va encore sous-échantillonner, et par contre, on va passer à 8 signaux. Et à chaque fois, évidemment, on applique des convolutions en plus, donc on applique des filtres. Et puis ensuite, on va remonter. C'est-à-dire qu'on va suréchantillonner, réappliquer nos convolutions, et ainsi de suite, jusqu'à réobtenir des signaux de même taille que la taille d'origine. Et à la fin, ensuite, une fois qu'on a ici 2 signaux, donc si la profondeur est taille 2, hein, sinon ça peut être plus, on va faire une moyenne, pondérée, en gros, donc ça peut être des couches denses aussi, et on va obtenir notre signal final, qui est notre flux de chaleur de taille 512, donc c'est-à-dire sur les 512 points de maillage. Alors, il faut savoir en plus que alors j'avoue que cette partie, ce n'est pas la partie où je suis plus à l'aise. Vous avez en plus ce que vous appelez des shortcuts, c'est-à-dire que vous allez ici, par exemple, moyenner vos 2 signaux de taille 512 avec les 2 signaux de taille 512 qui sont obtenus ici par suréchantillonnage des signaux de 256. Donc voilà, pour obtenir cela. Alors, je ne pourrais pas très bien vous expliquer ici le rôle de ces shortcuts. Donc, à la fin, on a fait plusieurs essais. J'ai un slide là-dessus en annexe si nécessaire. Donc, on obtient les hyperparamètres suivants. Donc, nos vecteurs d'entrée sont de taille 512. On fait un réseau à 5 niveaux. Donc, il y a vraiment, donc on va beaucoup sous-échantillonner progressivement et faire beaucoup d'images, de signaux différents. La profondeur initiale, c'est taille 4. Donc, les 2 premières convolutions créent 4 signaux. Puis, à chaque fois, on multiplie par 2 ensuite en descendant. Et la taille des noyaux de convolution, c'est 11, donc c'est des assez gros noyaux de convolution. Et donc, ça nous fait un nombre total de paramètres entraînés d'environ 160 000. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi toute une préparation des données. Pareil, je n'ai pas trop le temps d'en parler, donc si vous avez des questions, j'y reviendrai. De standardisation, évidemment, les découpages, normalisation qui permettent que l'entraînement se passe le mieux possible. Et donc maintenant, je vais passer aux résultats. Donc, dans la première partie, je vais vraiment simplement comparer le réseau aux données, à des données. Je ne vais pas m'occuper de simulation, de résolution temporelle. Je vais prendre un ρ, un u, un t, le flux de chaleur associé, et je vais le comparer, le flux de chaleur prédit au réseau de neurones, avec le flux de chaleur associé. Mais sur le jeu test, pas sur le jeu d'entraînement. Il n'a jamais vu les flux de chaleur qu'on va considérer ici au moment de l'entraînement. Je regarde plusieurs epsilon. Ici, vous voyez un petit epsilon, un epsilon moyen petit, puis un plus gros epsilon. Donc en noir, vous avez le flux de chaleur, et en rouge, vous avez le flux de chaleur prédit par le réseau. Donc là, vous voyez que pour le petit epsilon, il n'est pas très bon. Il n'est pas mauvais, mais vous voyez, il a tendance un peu à surestimer certaines oscillations, à sous-estimer d'autres. Alors, ce n'est pas totalement anormal. D'abord parce qu'on a surtout entraîné sur des gros epsilon, puisque c'est là où Navier-Stokes est moins bon. Donc, il a moins vu de flux de chaleur à petit epsilon. Et puis, deuxièmement, il y a des problèmes de normalisation qui font qu'on c'est peut-être un peu plus difficile d'apprendre. Quand on apprend des flux de chaleur avec des grands epsilon, donc qui sont de taille importante, apprendre en même temps les flux de chaleur avec des plus petits epsilon, donc qui sont en norme beaucoup plus petits, ça se complique un peu. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a un prix un peu moins bien pour les petits epsilon. Bon, cependant, le résultat n'est pas mauvais. Et là, par contre, pour les epsilon plus grands, on voit qu'il a des très bons résultats. Et à l'inverse, Navier-Stokes, c'est l'opposé. Évidemment, pour epsilon petit, il est très bon. On est dans la zone de validité de Navier-Stokes. Et par contre, on voit que dès qu'epsilon s'approche ici de 0,1, puis ensuite va au-delà de 0,1, Navier-Stokes fait des erreurs très importantes comparées au réseau de neurones et comparées au vrai flux de chaleur. Donc voici maintenant une courbe d'erreur sur l'ensemble des données du jeu test, donc sur 10 000 données. Donc ici, en rouge, vous avez l'erreur du réseau en fonction d'epsilon et en bleu, en fonction de celle de Navier-Stokes. Donc on voit qu'au tout début, Navier-Stokes c'est meilleur, jusqu'à 0,3, jusqu'à 3 ou 4, 10-2. Et puis après, il est moins bon, là où le réseau de neurones, lui, est meilleur et a une erreur constante, ou quasiment constante, en fonction d'epsilon, c'est indépendamment d'epsilon. Donc typiquement, l'erreur du réseau de neurones, elle est autour de 5, 10-2 en moyenne sur le jeu test. Donc on voit une très nette amélioration du réseau de neurones par rapport à Navier-Stokes, plus epsilon augmente, ce qui était quand même l'objectif. Alors maintenant, il faut quand même regarder ce qui se passe quand on met en simulation, quand on met tout ça dans une simulation, parce que là, on a juste fait en fait un problème de régression. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met le réseau de neurones dans une simulation? Alors donc on va comparer, on va dire, dans un
dans des cas plus réels, tout ça. Donc, on va comparer ici plusieurs modèles. Et pour se faire une comparaison simple, on va regarder l'énergie électrique. Donc, vous allez avoir une décroissance de l'énergie électrique au fur et à mesure du temps, et c'est ça qu'on va regarder. Donc, on va comparer 4 modèles. Le modèle cinétique. Alors, le modèle fluide plus cinétique, alors ça peut être un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est les équations de l'air avec un flux de chaleur. Et le flux de chaleur est calculé par le modèle cinétique. Donc, a priori, ça n'a aucun intérêt, mais le réseau ne peut pas faire mieux que ça. C'est-à-dire que, de toute manière, c'est un modèle fluide qui est résolu avec le réseau, plus un flux de chaleur qui est donné par le réseau, donc il ne peut pas faire mieux que ça. Alors, vous allez me dire que normalement, le cinétique et le fluide du cinétique devraient donner les mêmes résultats notamment sur l'énergie électrique, etc., sur les premiers moments. Mais en pratique, ce n'est pas forcément vrai, et ça peut venir du problème des méthodes numériques, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on n'a pas utilisé des méthodes numériques dans très élevés, ni pour le cinétique, ni pour le fluide. Et donc, au bout d'un moment en temps, il y a des effets des méthodes numériques qui apparaissent et qui font que les deux ici vont diverger. Et évidemment, ces problèmes numériques, on les aura aussi avec le réseau neurone. Enfin, c'est-à-dire que, encore une fois, le réseau neurone, il faut le comparer au fluide plus cinétique, puisqu'il ne peut pas faire vraiment mieux, lui. Voilà. Donc, je vais ensuite, donc, évidemment, vous montrer les résultats du fluide plus le réseau. Et puis, je vais vous montrer les résultats obtenus par Navier-Stokes. Donc ici, voici la décroissance de l'énergie obtenue en cinétique. Ici, obtenue avec le fluide plus cinétique. Donc là, vous voyez qu'on est quand même très proche. Hein. C'est en temps long, quand même, jusqu'à temps égal 8. Alors, si on prend Navier-Stokes, on voit que pour le petit epsilon, ça se passe bien, c'est très bon. Par contre, pour l'epsilon plus grand, on commence à avoir une dérive nette. Et si on prend notre réseau de neurones, comme tout à l'heure, pour le petit epsilon, il n'est pas très bon. Alors, il n'est pas mauvais, hein, mais il surestime typiquement les oscillations. Mais bon, il n'est pas trop en décalage de phase. Et par contre, pour le epsilon plus grand, il est très bon et il colle parfaitement au cinétique et donne des bien meilleurs résultats que Navier-Stokes. Si on prend maintenant des epsilon encore plus grands, donc encore deux autres exemples, là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que le Navier-Stokes donne des résultats encore plus mauvais et le réseau de neurones colle bien. Et puis là, par contre, on est dans un cas où à la fois Navier-Stokes donne n'importe quoi et le réseau de neurones donne des résultats qui commencent en temps long à se dégrader, mais on voit que le fluide plus cinétique, donc en pointillé noir, lui aussi se dégrade. C'est-à-dire que là, il y a aussi certainement des effets numériques de la discrétisation du modèle fluide par rapport au modèle cinétique qui joue, et pas seulement l'approximation du réseau de neurones. Voilà. Et donc ça, c'est les erreurs sur un certain nombre de simulations, au moyenné, donc je crois que sur une vingtaine, une cinquantaine de simulations. Donc on voit qu'au début, Navier-Stokes, c'est très bon, meilleur que le réseau de neurones, puis que très rapidement, le réseau de neurones donne des biens et se colle beaucoup mieux au cinétique. Donc la courbe rouge, c'est l'erreur du réseau de neurones, enfin du modèle fluide plus réseau de neurones par rapport au cinétique, colle beaucoup mieux que Navier-Stokes. Et puis on voit aussi que pour les grands epsilon notamment, même le fluide plus cinétique ne colle pas parfaitement au cinétique. Il y a une erreur, donc ça c'est une erreur numérique. Et donc, on ne peut, encore une fois, pas faire vraiment mieux que ça. Et on voit que la courbe rouge est assez proche de la courbe noire, c'est-à-dire qu'on voit quand même que le réseau de neurones est vraiment bon et qu'une bonne partie de l'erreur ici vient plutôt de la discrétisation et des problèmes de discrétisation que de l'approximation du flux de chaleur en lui-même. Alors maintenant, je vais parler des mauvaises nouvelles, enfin des défauts. Donc d'abord, il y a quand même des petits problèmes de stabilité. Donc l'algorithme ici, c'est simplement on calcule Q à partir des données ρ UT. On calcule la dérivée de Q puisque c'est elle qui intervient dans les équations. Et ensuite, on va résoudre avec un schéma explicite le modèle. Et donc là, on ne peut pas totalement assurer, a priori, en tout cas, on ne sait pas faire pour l'instant, que Q et la dérivée de Q ne vont pas générer des petites oscillations numériques. Et ces petites oscillations, elles pourraient détruire la stabilité du schéma. Et en fait, c'est ce qu'on voit en pratique. On voit qu'en effet, il y a des simulations qui crachent, qui vont pas au bout, qu'il y a des problèmes de stabilité. Donc, on a tenté une première approche toute simple, juste pour voir, qui était de faire un petit lissage gaussien à la sortie du réseau de neurones. Donc, voici par exemple un flux de chaleur très oscillant, et donc voici en bleu une version lissée, et de voir si ça pouvait améliorer la stabilité. Donc là, on a fait d'abord deux choses. Donc, sur un certain nombre de flux de chaleur, on a regardé l'effet du lissage gaussien, donc sigma, c'est l'écart type sur l'erreur. Et on voit que jusqu'à 0,06, l'erreur reste quasiment constante, donc le lissage ne modifie quasiment rien, et au bout d'un certain moment, évidemment, il dégrade l'erreur relative. Par contre, on a aussi regardé la stabilité. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un certain nombre de simulations, je crois une centaine, et on a regardé combien de simulations arrivaient au bout.
Et donc, sans lissage, on voit que seulement 70% des simulations arrivent au bout. Donc, il y avait quand même des problèmes importants de stabilité. Et par contre, lorsque sigma a atteint 6,005, 100% des simulations arrivent au bout. Donc, on voit qu'il faut lisser un peu, de l'ordre de 0,05, mais ça semble être un choix qui est suffisant pour la stabilité et qui ne va pas trop détériorer, parce qu'évidemment, en temps, le lissage va quand même un peu diffuser, mais ne va pas trop détériorer la qualité des solutions. Voilà. Et alors, un dernier point, ça fait 30 minutes, donc c'est maintenant le problème du coût-calcul. Donc, quand on regarde naïvement ce qui se passe, bon, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes, puisque le code avec fluide plus réseau neurone permet à peu près le même temps de calcul que le cinétique. Donc, or, le but, c'est quand même d'avoir des modèles plus réduits, donc on perd, là pour l'instant, ce n'est pas concluant, mais il faut relativiser ce résultat sur 2 points. D'abord, il y a des problèmes d'implémentation, c'est-à-dire que on a le réseau qui est donc en Keras sur GPU, le reste est sur CPU, etc. Donc il y a des problèmes de communication. On a quand même remarqué que probablement une bonne partie du temps de calcul était due à des problèmes de communication, donc à des problèmes d'implémentation entre le réseau et le code. Donc c'est des choses qu'on pourrait régler. Et puis la deuxième chose, j'y reviendrai peut-être plus longtemps s'il y a des questions, mais quand on fait l'analyse dimensionnelle, en fonction des paramètres, hein, donc L ici c'est le nombre de niveaux, D c'est la profondeur et P c'est la taille des kernels, enfin, des noyaux de convolution, on voit qu'en un D, par point d'espace, on a en effet à peu près le même nombre de degrés de liberté dans le réseau qu'en cinétique. Par contre, quand on regarde comment ça va évoluer en multi-D, notamment du fait que le cinétique va considérer, enfin le nombre de points en vitesse va considérablement augmenter avec la dimension cinétique, on voit que ça devrait bien mieux se comporter et que les réseaux neuronaux devraient avoir beaucoup moins de degrés de liberté, donc de poids par point d'espace que le cinétique. Voilà, donc on est confiant pour les extensions 2D et 3D. Et puis donc je vais conclure. Donc voilà, c'était une preuve de concept en 1D. Il y a certainement encore des choses à faire. D'abord, on voudrait aller au 2D, et surtout mon 3D, c'est pas pour tout de suite, pour voir si toujours ça passe à l'échelle, ajouter potentiellement un champ magnétique. Pourquoi pas regarder des modèles avec plus de moments. Et puis, il y a la question de la stabilité. Est-ce qu'on peut, autrement que juste avec un lissage, assurer plus de stabilité, donc notamment peut-être avec des choses qui ressembleraient à de l'apprentissage par renforcement. Voilà, merci.